Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozabytes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sylvain Grande, le CPO de Payfit. Pour ceux qui ne connaissent pas Payfit, c'est une de nos très belles licornes françaises qui a révolutionné le secteur de la paie. C'est aussi une des entreprises qui a le plus vite intégré l'IA générative dans ses process et dans son produit, avec notamment quelques beaux use cases sur le service client. Et aujourd'hui, on va parler principalement de l'avenir des SaaS à l'heure de l'IA, avec des insights extrêmement intéressants que Sylvain nous partage. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Sylvain Grande, qui est le CPO de Payfit. Sylvain, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que pour commencer, peut-être tu peux présenter un petit peu ton parcours et ton rôle chez Payfit ? Ouais, très rapidement. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis en charge du produit, du design, de la data et de la compliance chez Payfit, qui est une licorne française qui fait une solution de paye et de ressources humaines pour les TPE et les PME, donc les très petites entreprises, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Et j'ai rejoint la boîte il y a à peu près 2 ans et demi. Mon parcours, on va dire les 15 dernières années ou bientôt les 20 dernières années, sont dans le produit, le design et la data, et aussi dans la gestion de business units ou d'entités dans différents pays. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en Allemagne assez longtemps, aux États-Unis, à New York, et aussi au Canada et en Autriche. Et rentrer dans le bercail européen il y a 2 ans et demi. Voilà pour la petite intro. Génial. Génial, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet sur Payfit. Donc vous étiez un produit qui était déjà assez mature, je ne sais pas quand est-ce qu'est né Payfit, mais il y a près de 10 ans. Ouais, 2015-2016. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a près de 10 ans, donc il y avait déjà un produit et une base assez mature avant l'arrivée de la vague GenAI qu'on a vu récemment. Comment ça s'est passé chez vous, justement, cette prise de conscience qu'il allait y avoir des implications produits, que ça pouvait justement apporter de la valeur? Comment, de manière générale, vous avez déjà démarré un petit peu les réflexions et ensuite structuré la démarche? Une chose qui est évidente maintenant et qui l'était déjà pour quelques-uns, c'était, même si on comprenait pas tout ce qui allait se passer, le degré de révolution technologique que l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, allait apporter. Et donc on a commencé, certains d'entre nous, à évidemment utiliser ChatGPT, à se poser la question de on comprend pas tout ce qui va se passer, mais même pour nos cas d'usage internes et externes, on sent que quelque chose pourrait se passer. Et donc on a de premier abord voulu encourager les gens à utiliser, à s'emparer de cette technologie, évidemment avec les bons garde-fous, que ce soit d'un point de vue compréhension de la confidentialité et des données personnelles. Et ensuite, on a commencé à développer en interne un peu cette infrastructure pour se dire comment on peut utiliser ça, comment on peut la mettre à disposition d'une petite équipe. Et ensuite, l'étape un peu qui a vraiment déclenché ce dont je peux parler après, c'est sur quel cas d'usage se focaliser en premier. Et là, on s'est dit, OK, il y a 2 cas d'usage très très précis. Un sur la partie efficacité interne, notamment de nos équipes service client, comment l'IA peut être un augmenteur, un accompagnateur de performance, d'efficacité, de savoir et aussi euh, de formation. Et ensuite, est-ce qu'on peut imaginer un cas qui est vraiment customer facing, qui est mise à disposition des utilisateurs avec les risques qu'on avait encore à l'époque. Le taux d'hallucination était encore bien plus élevé que maintenant. Et donc on a commencé par ces 2 cas-là. Euh, on a développé assez vite un pilote pour notre service client avec une cinquantaine d'agents du service support. Et vraiment sur l'idée, c'est comment assister ces personnes à la résolution de tickets avec le contexte sur les tickets, un début de proposition et génération de réponses avec les sources, puisqu'évidemment au final on a utilisé beaucoup de RAG sur ces sujets-là avec des bases de connaissances internes. Et donc ça a été vraiment le début de ce cas d'usage d'efficacité interne sur une population assez importante au service client. Il y a des dizaines ensuite de cas d'usage qui ont été mis en place
On utilise la plateforme Dust comme plateforme d'assistant, on va dire, euh, d'assistant AI, d'assistant au-dessus des différents LLM. Euh, des cas d'usage vraiment de comment je dialogue avec mes personas, de comment j'optimise ma recherche de mots-clés pour le SEO, à comment je vais formater et mettre en place mes notes dans mes calls en tant qu'équipe de vente. Donc là, on a fait par exemple très récemment 4 ou 5 assistants qui sont dédiés pour les équipes de vente, soit en support avant la vente, soit pendant un call, soit après dans la prise de notes. Euh, on utilise aussi évidemment des outils comme Mojo qui ont des fonctionnalités AI et qui permettent maintenant de générer la prise de notes et on va dire de remplir dans le CRM Salesforce plus facilement. Donc voilà, si on prend toute la chaîne maintenant, on a quand même une diversité de cas d'usage sur la partie optimisation interne qui est assez phénoménale. Et ensuite, l'autre cas sur la partie customer facing dont j'ai rapidement évoqué au départ, qu'on appelle PayFit Copilot, qu'on a lancé en juillet déjà l'année dernière, 2024, en France et ensuite en novembre en Espagne et au Royaume-Uni. C'est vraiment un assistant basé sur l'IA générative qui utilise notre base de connaissances interne et qui permet de répondre aux clients. Donc on l'a mise à disposition à l'ensemble de nos clients, dans tous les plans. On a 3 plans de pricing, on va dire plan 1, plan 2, plan 3 pour simplifier. Et on a fait vraiment le choix de dire que ça améliore l'expérience client, ça nous aide en plus à faire de la déflexion de tickets pour notre service client, donc à améliorer l'efficacité opérationnelle en même temps qu'améliorer vraiment la qualité de l'expérience et du service pour le client. Et enfin, on a commencé à développer aussi d'autres cas d'usage qui sont, on va dire, maintenant un peu plus proches de ce que les gens entendent par Agentic AI, par la partie agent. Et donc, un exemple qui est très propre à notre secteur, c'est qu'on doit rester en conformité, être en conformité avec de nombreux changements de réglementation euh, sur la paye, qui sont liés à des changements de textes de loi, mais aussi de conventions collectives, etc. Et donc, par exemple, on utilise maintenant l'IA pour améliorer la maintenance des conventions collectives en prenant l'API de Légifrance qui est bien faite pour mettre à jour certains processus en interne. Et on se dit bien que toutes ces parties-là vont se connecter de plus en plus. Aujourd'hui, on a beaucoup d'assistants et d'utilisation d'IA, mais on n'a pas ce que j'appellerais de vrais agents au sens non déterministe du terme. On est vraiment sur une partie workflow, mais on sent que ces évolutions arrivent pour bientôt. Génial. On va creuser ça juste après, mais je reviens peut-être sur la genèse de tout ça. T'expliquais que la première étape, c'était justement de former les équipes et de pousser en tout cas les équipes à utiliser ChatGPT. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui veulent démocratiser et veulent pousser justement leurs équipes à utiliser n'importe quel LM ou n'importe quel outil IA. Comment vous avez fait concrètement de votre côté pour les encourager à faire ça? Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que vous avez aussi monitoré l'utilisation et le taux d'utilisation d'outils IA par vos équipes? Ouais, on a fait tout ça. On a vraiment essayé d'avoir une approche multidimensionnelle au sens reconnaître que la problématique de l'adoption sur l'intelligence artificielle, comme sur plein d'autres sujets, est la problématique clé. Euh, la technologie va beaucoup plus vite que la capacité des humains à l'intégrer, à l'absorber et à l'utiliser. Et donc on a fait plusieurs initiatives, je vais en citer quelques-unes qui me paraissent clés. Euh, Vraiment d'encourager les gens à se former. On a la chance d'avoir plein de formations en ligne gratuites et donc vraiment de sélectionner un peu les meilleures formations, d'encourager les gens à prendre le temps, de créer une communauté de champions de l'IA au sein de PayFit, à savoir il y a toujours des gens qui sont plus motivés par ces nouveaux sujets, qui ont pour plein de raisons une affinité particulière et de les identifier au sein de chaque département ou fonction pour essayer vraiment
d'avoir ce partage de connaissances et d'avoir aussi cette logique d'émulation qui est hyper importante au sein des entreprises. On a fait aussi une conférence interne sur l'IA début juillet 2024 avec un peu plus de 12 conférences internes et externes, enfin d'intervenants externes aussi qui sont venus parler sur l'IA et vraiment c'est plus de 400 payfitters qui ont participé à toutes ces conférences. On essaie vraiment toujours aussi d'encourager le partage des cas d'usage. C'est-à-dire que ça, maintenant, là, si je fast forward un petit peu euh, quelques mois plus tard, un des enjeux, c'est évidemment, il est impossible de savoir euh, tout ce qui se passe avec l'IA, et il est impossible de suivre tout ce qui est fait avec l'IA, même au sein de PayFit. En tout cas, c'est difficile pour une personne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'utiliser le pouvoir de chaque utilisateur et que chacun partage. Ah, voilà, j'ai fait ça, j'ai utilisé ça. Voilà, j'ai eu cette problématique sur un assistant. Voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai amélioré mon prompt. Je vais vous partager ça. Euh, j'ai utilisé un nouvel outil. Bon, récemment, par exemple, on fait tous partie des tendances multiples, mais qui a utilisé Lovable, Bolt, V0, etc. Donc on essaie de comprendre un petit peu avec cette multiplication des outils comment à la fois maximiser les outils qui existent, qu'on a, à la fois les outils tiers et les choses qu'on a développées nous-mêmes, mais aussi toujours un peu se challenger, alors pas sur tout, mais de se challenger avec les nouvelles, tout simplement les nouveautés qui sont sorties, quoi. Donc Ouais. cette problématique de l'adoption, elle est constante. Et tu m'as posé la question, désolé, j'ai oublié de te répondre là-dessus, sur la partie suivre un peu les indicateurs d'usage. Ouais, ça, on est on adore la data chez Payfit et j'adore la data perso. Donc, tu vois, par exemple, on a une app sur Snowflake, sur Streamlit, qui me donne les top users, les top laggers de chaque assistant par département, etc. Donc, ça permet de suivre. Il y a une logique évidemment un peu de gamification aussi là-dessus, à savoir on a mis, ça fait partie de la mise en valeur de certains talents et profils qui ont su utiliser l'IA au quotidien de manière assez incroyable. Euh, on le fait un tout petit peu moins maintenant, mais par exemple il y a 6 mois, je me souviens dans un All Hands, donc un meeting à toute la boîte, je montrais le top 5 des utilisateurs Dust chez nous et c'était 4 femmes, dont 3 de moins de 25 ans, etc. Donc il y a une logique aussi un peu générationnelle et encore une fois dans cette logique d'émulation. Et puis il y a aussi la logique euh, d'utilisation des licences à bon escient. Ces outils-là ne sont pas toujours gratuits et donc faut toujours se poser la question de la valeur versus l'utilisation. Mais on est dans une logique où on est là pour apprendre, on est là pour investir. Petite question sur ce que vous avez sorti sur le fond des features. Beaucoup d'entreprises sont assez frileuses à sortir des features customer facing basées sur l'IA générative. Alors de moins en moins parce que tout le monde a commencé par des cas d'usage internes. Et maintenant, on voit de plus en plus de cas d'usage externes. Pour vous, comment ça s'est passé un petit peu le process de création de cette feature et comment vous avez justement dérisqué la sortie potentiellement d'une feature customer facing. En plus, je suppose que vous avez des enjeux de votre côté de Lego où forcément vous avez de la data sensible. Donc ça doit être aussi souvent une des questions de vos clients. Donc voilà, comment vous avez réussi à la fois à dérisquer la sortie de la feature en elle-même pour s'assurer que ça soit résilient et que ça fonctionne, et en même temps aussi comment c'est perçu par vos clients. Non, la première réponse est en effet, c'est une des raisons pour lesquelles on avait priorisé le développement de cas d'usage interne. Et quand on a eu les premiers succès en cas d'usage interne, disons que ça nous a donné aussi la confiance de se dire, allez, maintenant on y va sur la partie usage externe. Et c'est pour ça que Payfit Copilot est arrivé 3-4 mois après les premiers cas d'usage interne, on va dire, à l'échelle. Euh, on a pris
quelques pincettes ou quelques précautions, à savoir d'abord se dire on va faire un plan de lancement assez allongé, on va mettre cette feature en bêta, on va clarifier ça d'un point de vue expérience utilisateur, et tout est dans le détail de vraiment euh, distinguer un peu cette feature des autres features et de bien clarifier qu'il s'agit d'une on va dire d'une intelligence artificielle ou d'un agent qui utilise l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a un élément assez essentiel aussi, c'est la culture du risque. Évidemment, on savait quand on l'a lancé qu'il y aurait soit des hallucinations, soit des utilisations qui nous paraissaient, on va dire, euh, euh, étranges ou poussant les limites de ce qu'on pouvait faire. Ce qui évidemment est arrivé. Et donc, il y a toujours ce point où comment on réagit en interne quand il y a des cas difficiles. Okay, donc évidemment, on n'est pas un site de e-commerce. S'il y a une erreur, c'est une erreur qui peut coûter de l'argent. Donc on a évidemment tout, tous les petits fine print, les petits textes qui disent qu'il faut faire attention, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que au bout d'un moment, à l'usage, et c'est après je parlais du feedback des clients, même si les gens, on leur dit et ils sont conscients intellectuellement que c'est un agent qui est basé sur l'intelligence artificielle, très vite cette frontière s'efface et la relation de confiance qui peut être établie avec un humain est là. On a dépassé. Peut-être d'un point de vue produit, enfin, ça a des du coup, Ouais, enfin, toi qui viens du produit et bah, nous aussi d'ailleurs, il y a aussi un vrai enjeu de produit de comment faire différencier justement l'usage d'une plateforme classique où du coup tu as 100% confiance dans ce que tu vois dans la plateforme classique d'une AI qui elle est pas fiable mais qui est au même endroit, qui est hébergée au même endroit. Donc ça te pose potentiellement des vraies implications de produit qu'on pense pas absolument. forcément. Enfin, alors c'est un peu comme euh, c'est un peu comme je travaillais dans des dans des boîtes avant qui avaient des feeds. SoundCloud a eu un des premiers feeds au monde avant Facebook et tous les réseaux sociaux en ont. Une des règles clés, c'est d'essayer de faire comprendre, alors idéalement de manière explicite, mais pas toujours, la logique des recommandations. Et bien là, dans la partie réponse de PFIT Copilot, il est essentiel, évidemment, de citer ses sources, de les lier pour à la fois donner évidemment cette confiance, mais aussi pour permettre aux utilisateurs de chercher et de comprendre. Parce que notre logique, elle n'est pas uniquement de donner une réponse. Il y a des sujets qui sont simples, donc là, donner une réponse, ça va. Mais il y a plein de sujets où les règles sont tellement compliquées par rapport à ce qu'on fait qu'il est essentiel que les gens aient les éléments pour ensuite soit avoir une réponse plus claire, soit avoir une interprétation par rapport à le contexte particulier, parce que PFIT Copilot n'utilise pas encore les données de l'entreprise ni des employés. Donc on est vraiment dans une logique de RAG par rapport à une base de connaissances qui reste, je dirais, limitée. Mais quand on voit, on a à peu près 18 000 entreprises clientes, on a déjà 12 000 qui l'ont utilisé. Et alors, une personne comme moi au produit me dit, mais que font les 6 autres 1000? Mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises qui ne nous posent jamais de questions, qui ne contactent jamais notre service client. Donc en fait, 12 000 sur 18 000 dans ce contexte-là, c'est assez incroyable. On voit une corrélation, évidemment, plus l'entreprise est un peu plus grande, plus l'entreprise travaille dans des secteurs plus digitalisés, plus il y a une utilisation forte. Et on a dépassé 130 000 conversations avec PFIT Copilot. Je crois on a célébré un petit peu les 100 000 mi-décembre. Et sur le mois de janvier, on a quasiment fait 40 000 conversations. Donc on voit bien à la fois et alors janvier est un mois important pour nous, c'est le mois le plus occupé de l'année pour les gens qui font la paye et pour les sociétés, mais ça montre un peu cette accélération, cette adoption, y compris avec, et c'est ça qui nous
fait plaisir aussi avec les TPE qui s'emparent de cet outil en fait. Tu disais que vous n'avez pas encore intégré les données employés et employeurs, je suppose. Est-ce que Ouais. ça, c'est un terrain de jeu qui est encore assez délicat, forcément. Est-ce que c'est dans la roadmap? Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment prêt aujourd'hui, on a suffisamment moins de maîtrise pour pouvoir prendre le risque? C'est quoi toi, ta vision là-dessus? Ouais, ouais, c'est dans la roadmap 2025. C'est vraiment, si on conceptualise un tout petit peu, on a lancé au départ PayFit Copilot en un peu en page entière qui prenait tout l'espace. Et maintenant, on est dans un mode widget qui est vraiment en accompagnement qui permet le browsing de PayFit. On l'a lancé uniquement dans l'app et ensuite on l'a lancé contextuellement dans la phase d'onboarding qui est assez longue dans les solutions de paye. Et donc on a vraiment cette compréhension de PayFit Copilot comme un composant de plateforme qui peut être euh, euh, qui peut être générique, mais qui doit être contextualisé à une expérience. Et donc, que ça soit le prompt, la base de connaissances, etc., doit s'adapter selon le cycle de vie de l'utilisateur. Est-ce que je suis en phase d'acquisition, d'onboarding? Est-ce que je suis en train de faire mes déclarations versus, etc. Et ça, c'est vraiment l'élément clé pour nous en 2025, de donner accès à ces données, évidemment avec des contraintes de sécurité et de privacy plus fortes, puisqu'il faut vraiment que les données soient garanties, isolées, etc. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être de connecter ça avec nos API pour vraiment avoir ce mode agentique et de dire je pose une question, mais je peux lui demander de faire quelque chose ou de conclure quelque chose pour moi. On a l'objectif de faire un ou deux cas d'usage de ce type-là. Ça peut être des cas d'usage assez simples, mais vraiment la partie accès aux données pour donner plus de contexte quand les admins, donc les utilisateurs de PayFit, posent des questions à Copilot avec leurs propres données à la fois de conventions collectives, d'entreprise, de cycle de vie, les employés, etc. Oui, c'est vraiment un axe clé pour nous en 2025. C'est une très bonne transition du coup sur mon autre question. En France, on est les champions du SaaS. On a réussi à créer des très belles entreprises SaaS. Payfit en est une, Sterco, Spendesk, enfin, toute l'équipe eFounders et plein d'autres. Mais c'est un modèle de produit qui est assez statique, assez classique. Euh, Avec l'arrivée justement de l'IA et de logique agentique, comment toi tu vois l'évolution du SaaS et notamment potentiellement d'acteurs qui vont venir de manière AI native créer des workflows qui sont complètement différents parce que c'est pas du tout la même manière de penser le produit quand tu arrives avec un workflow agentique où tu vas demander de faire des actions que d'un point de vue SaaS plateforme actuelle. Euh, Comment toi tu vois justement dans les 2, 3, 4 prochaines années l'évolution des produits SaaS classiques aujourd'hui? Ouais, je pense que bon, on aime toujours les débats et les modes, donc beaucoup de gens citent Satya Nadella qui dit que c'est la fin du SaaS. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une nouvelle technologie qui émerge, qui pose la question vraiment de où se place l'intelligence et la valeur. C'est deux choses différentes. Et comment ça peut impacter, évidemment, des business models dont le SaaS. Et les business models au sens, encore une fois, comment est packagée la valeur et comment est pricée la valeur. Euh, je pense qu'il y a vraiment cette logique. L'arrivée des agents IA, elle est déjà là sur quelques business models. On voit quand même que ça soit les intercoms avec Fin ou Agentforce de Salesforce, etc. Un peu cette logique de pricing à la résolution sur certaines parties. Donc ça impactera certainement beaucoup d'éléments, mais de manière très différenciée selon les industries. Euh, on voit bien qu'il y a à la fois des modèles fondationnels qui sont extrêmement puissants euh, et dont on apprend aussi où se place la valeur, la course au grand modèle, la course, on va dire,
à l'intelligence générale fait que le pricing baisse énormément et, euh, et notamment avec l'open source que on voit bien que la partie euh, euh, défensabilité, on va dire, d'un dernier modèle est une histoire de quelques semaines. Donc la valeur, elle est captée autrement et différemment. Euh, et ce que vont, à mon avis, essayer tous les géants, évidemment, de l'IA et du cloud, c'est l'intégration à de nombreux autres processus pour essayer de capter de la valeur et de l'intelligence. Et c'est un peu cette idée, en effet, que les agents IA pourraient, euh, on va dire, prendre de la valeur et de l'intelligence aux solutions de SaaS verticalisées. Mais encore une fois, j'y crois pas tellement, personnellement, parce que je pense que s'il y a une règle dans le business, c'est qu'à chaque cycle d'innovation, on découvre le pouvoir de l'interface, le pouvoir de la distribution et le pouvoir de la verticalisation, à savoir des solutions génériques sont toujours remplacées par des solutions verticales spécifiques. Donc je pense qu'il y aura vraiment cette danse un petit peu euh, Ouais. les prochaines années. Euh, mais après, je pense que toutes les solutions de SaaS vont se poser la question de comment évolue mon packaging, mon pricing, comment je, je, je package mes solutions IA. Et c'est très différent pour, je pense, une boîte qui, entre guillemets, ajoute des fonctionnalités IA, comme par exemple Payfit ou plein d'autres, d'une société, d'une boîte qui change son produit parce qu'il devient remplacé par l'IA. Euh, et encore une fois, enfin, des boîtes qui ont décidé un peu de changer leur business model comme Intercom, c'est un autre ordre de grandeur, d'impact que ce que plein de boîtes pourront connaître. Ouais, 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 je suis d'accord. Et du coup, sur PayFit, c'est quoi un peu la vision? Est-ce que vous avez une vision de ce que sera PayFit alors, c'est toujours difficile à anticiper, surtout avec autant de changements, mais dans quelques années, et de se dire, OK, on doit progressivement amener le produit vers une évolution. C'était Intercom, mais justement, effectivement, et faire évoluer le produit parce qu'on sait que dans 1, 2, 3 ans, on rentrera par prompt et on demandera à des agents de faire des tâches plutôt que de consulter à la plateforme PayFit comme aujourd'hui? Ou est-ce que vous voyez ça plutôt comme quelque chose de très graduel, où vous allez petit à petit rajouter des features, de choses que vous ne faites pas déjà aujourd'hui? Comment tu vois les choses entre effectivement repenser d'un point de vue produit le socle de la plateforme, ou au contraire faire des petites additions autour qui vont permettre de renforcer la valeur que vous proposez aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est vraiment, ça agit à chaque niveau, et c'est pour ça que même si la réalité est qu'on n'utilise pas l'IA pour tout, la question clé que je pose à mes équipes, c'est est-ce que vous avez pensé à utiliser l'IA euh, et faites l'effort de réfléchir avec l'IA à ce sujet. Euh, Parce qu'en fait, l'utilisation d'une nouvelle technologie comme ça peut nous faire changer de paradigme. Et on sait que dans toutes les entreprises, il y a une espèce de coût caché de legacy et de choses dont on a l'habitude de faire qu'il faut challenger. Tout à l'heure, je parlais de l'utilisation de l'IA pour prendre des informations, les organiser, etc. D'un pays comme Légifrance. La réglementation et le changement réglementaire vont continuer d'être là en France, en Espagne, etc. Des pays où la paye et la réglementation sont assez compliquées. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser l'IA pour s'informer, maintenir, mettre à jour, informer les clients? euh, Bon, ben ça, c'est quelque chose sur lequel on sait que ça va énormément progresser dans les prochaines années. Ouais. Euh, Ça nous permettra aussi d'étendre notre marché adressable, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les films ne couvrent pas toutes les conventions collectives. Il y en a qui sont extrêmement compliquées. Mais on sait que à un horizon de quelques années, on peut se permettre de penser qu'avec l'IA et d'autres évolutions, il n'y a pas que l'IA là-dessus, ça nous permettra de vraiment faire grandir notre marché adressable. Donc il y a beaucoup de dimensions de marché
Et puis le dernier élément, qui est lié à une transformation technique, je pense plus importante et plus fondamentale chez Payfit, au sens vraiment une logique de domain-driven development et d'APIisation de nos différents services. C'est qu'en fait, on a une offre, on a un cœur qui est la paye, on a un deuxième cœur qui est les ressources humaines, un troisième cœur qui est, on va dire, les modules RH avancés, entretien, performance, etc. Et puis, on commence à avoir des partenariats avec des entreprises dans différents secteurs et comment on peut intégrer ces choses-là de la meilleure des façons. Ça, c'est un sujet aussi des prochaines années. Hyper clair. On est obligé d'en parler, forcément, c'est la grande actu du moment avec l'arrivée de DeepSeek. Et comme tu connais très bien ces sujets d'IA, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ouais, de quel œil tu le vois finalement l'arrivée de DeepSeek parce que ça peut être vu de deux côtés. Forcément, si tu es un leader américain ou au gouvernement américain, tu le vois forcément d'un œil un peu négatif parce qu'il y a une concurrence chinoise qui est en train d'arriver. Et en même temps, ça permet de montrer qu'on est capable de créer des modèles beaucoup plus accessibles, beaucoup plus rapidement, et donc de pousser encore plus loin la compétition, la course, ce qui est finalement pour ceux qui construisent au quotidien avec de l'IA quelque chose de positif. Euh, c'est quoi toi ta perception justement c'était quoi ta première réaction quand tu as vu DeepSeek arriver? Moi, j'étais très content. Je trouve que c'est assez ironique qu'une qu'une boîte chinoise qui appartient à un hedge fund et donc qui a un historique à la fois de modèle quand même. C'est pas la première fois qu'ils font un modèle. Ils sont pas sortis de nulle part. Donc l'emballement médiatique est toujours intéressant à voir, mais je trouve ça assez ironique en effet qu'une boîte ait réussi à faire quelque chose d'aussi puissant. Et je pense que les éléments clés, c'est il y a une base de talent énorme. Et donc les talents, il y en a partout. On en a aussi beaucoup en France. La deuxième partie, c'est l'open source. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels on est en train de peut-être se réveiller. Et les gens comme Yann Lequin le prêchent depuis très longtemps, mais ces choses-là ont été rendues possibles aussi et surtout par l'open source. Et DeepSeek fait partie des boîtes qui partagent le plus d'un point de vue recherche. Et enfin, on a un peu ça fait longtemps qu'on parle plus de loi de Moore, mais un peu, l'intelligence artificielle nous fait arriver dans des cassures des fois avec des ruptures de justement des optimisations qui sont du x5, x10, x20, et on en aura encore. Donc ça repose la question évidemment euh, des avantages comparatifs par rapport au modèle fondationnel. Euh, donc il y a à la fois la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une diversité de modèles fondationnels avancés, euh, y compris avec les Mistral en France, etc. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Après, d'un point de vue plus, euh, on va dire éthique, ouais, je sais pas si t'as téléchargé, si t'as utilisé l'app, mais il y a évidemment une vision du monde qui est portée par ces différents modèles, et donc c'est important au moins de le rappeler. Mais bon après le dernier point un peu sur ce que j'ai récemment OpenAI a essayé d'organiser la riposte sur le mode avec le gouvernement américain sur le mode copyright, euh, parce que DeepSeek aurait utilisé évidemment la distillation, les méthodes de distillation d'OpenAI. Bon, il faut rappeler que quand même la majorité des innovations et surtout l'intelligence artificielle ont été grandes consommatrices de copyright, donc faut laisser un peu le temps. Et justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Enfin, comment on fait pour construire justement au quotidien des produits qui se basent sur de l'IA quand tu as chaque mois de nouvelles innovations majeures qui arrivent sur le marché, qui viennent potentiellement disrupter la roadmap, la vision qu'on avait, parce que des choses qu'on pensait pas forcément possibles deviennent possibles rapidement, ou des choses au contraire, ça peut aller dans les deux sens, des choses qu'on attend en se disant bah ça dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, ça va être possible, et en réalité pour X ou Y raison, c'est pas dans la roadmap et ça c'est pas encore arrivé. La notion d'anticipation qui est importante quand même en produit, elle est quand même assez difficile à avoir avec Mhm. ces sujets-là. Comment vous faites vous justement pour à la fois
tester, choisir un modèle, tester les modèles et à chaque fois être au plus optimal et en même temps anticiper aussi ce qui va venir. Ouais, c'est une question hyper compliquée. Je pense que la métaphore la plus juste pour nous, c'est de dire qu'il y a des fenêtres d'opportunité sur lesquelles on fait du vrai benchmark et ensuite, entre guillemets, de reconnaître qu'on n'a pas le temps et qu'on ne peut pas tout suivre. Euh, donc on a fait, par exemple, sur la partie modèle, nous on utilise beaucoup Claude Sonnet 3.5. Il s'avère que quand on a fait des tests avancés, c'est le modèle qui nous a paru euh, enfin, le meilleur en qualité, inférence, etc. et autres benchmarks. Euh, et on est resté, on va dire, fidèle à ce modèle-là. Tous les 3 à 6 mois, on fait des tests un peu plus poussés. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de se dire comment vraiment on développe en interne cette feedback loop qui nous permet de collecter euh, chaque conversation avec PayFit Copilot est une source de feedback supplémentaire et de compréhension de l'utilisateur. Comment on est capable d'analyser, d'utiliser à la fois évidemment les problèmes, mais aussi les choses qui vont bien. Toute la logique d'amélioration continue des prompts. Et tout à l'heure, je parlais de dimension contextuelle, c'est-à-dire que les prompts, ils évoluent à la fois de manière générique, d'un point de vue qualité, mais aussi de manière contextuelle par rapport à une partie de l'expérience, etc. Et de vraiment comprendre cette spécificité-là. Donc, c'est vraiment très dur de tout suivre. Moi, je dirais que c'est impossible. D'où l'importance, je pense, d'être ouvert et d'avoir un peu cette logique de communauté pour pouvoir partager des interrogations, des questions, etc. Enfin, il y a très peu de temps, on avait ces questions sur comment partager, améliorer les prompts et en même temps filtrer des conversations pour faire du contrôle qualité, etc. On a demandé ok quels outils vous utilisez. Il y avait pas mal de boîtes qui n'utilisaient pas d'outils, certaines qui l'ont créé. On a pris un outil qui finalement n'était pas nécessairement le bon, mais ce que je veux dire, c'est que sur toute cette logique d'observabilité, d'analytics et de qualité, autour de l'IA, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc c'est pour ça que enfin, un des meilleurs moyens, je pense, qui est pas toujours statistiquement correct, c'est de demander à 5 ou 10 personnes autour de nous qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont fait cette chose-là, quels outils ils ont utilisés, quels failures ils ont rencontrés, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Dans ces phases encore de découverte, on est encore au balbutiement de cette technologie, même si elle est ultra avancée déjà. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est toujours la question de build versus buy, c'est à peu près la même logique de quel modèle choisir, quoi. C'est que tu as besoin de te tenir au courant très vite de tout ce qui sort pour savoir si ça vaut le coup de le construire ou si, au contraire, dans quelques semaines, il y aura des outils qui sont suffisamment performants pour les intégrer directement. Carrément. Ouais, mais je pense que sur le build versus buy, nous, c'est vraiment non, par défaut, ma réponse de CPO, c'est buy, c'est pas Ok. build. Ok, et ça, c'est hyper important d'avoir quelques principes pour contrer. En fait, et chaque contexte de société est différent, mais dans pas mal de boîtes ingénierie, le mode par défaut, c'est build. Ouais. Euh, et donc moi j'adopte le buy uniquement pas uniquement, mais pour contrer certaines tendances, à savoir on a comme toute boîte, des ressources limitées, un besoin de focus et où est-ce qu'on peut faire la différence. Et donc des fois c'est dans l'intégration de solutions externes, souvent, des fois c'est évidemment en construisant nous-mêmes. Euh, et ce qui est assez important, c'est de pouvoir développer une espèce de culture et de pratique d'expérimentation et d'avoir un système qui permet de tester des choses de manière relativement facile. Et c'est là où c'est vrai que des plateformes comme Dusk nous permettent aussi de développer des choses et de tester des choses Ouais. avant, entre guillemets, Ouais, donc de décider plus tardivement, ah, est-ce qu'on va vraiment investir beaucoup d'argent là-dessus? Est-ce qu'on va investir nos propres ressources ou est-ce qu'on va acheter une solution? Est-ce qu'on va développer quelque chose de très avancé là-dessus? super. Bah, écoute, je crois que c'était ma dernière question. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que c'était très utile d'avoir ta vision, en tout cas, sur toi qui lis le produit d'un des plus gros SaaS français, d'avoir ta vision justement sur
ce que ça a changé dans l'industrie. Donc, à retenir, c'est que le SaaS n'est pas mort, au contraire, dans ce que tu nous dis, il y a encore plein de belles choses à construire autour, mais on n'en doutait pas. Euh, Non, bah écoute, c'est software as a service ou service as a software, c'est la nouvelle mode aussi. Donc, on est très doué pour créer des acronymes, comme tout le monde, et pour créer des tendances qui contredisent les tendances du passé. Donc, ce cycle-là ouais. continuera. Mais merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, Sylvain, et puis à bientôt.